Je vais commencer par une phrase de Tony Estanguet, donc le président du COJO, donc, qui dit que Paris 2024 doit laisser un héritage. L'enjeu principal est de développer la place du sport dans le pays. À peu près un Français sur deux, aujourd'hui, ne fait pas du tout de sport. Donc moi, ce que j'entends dans cette phrase, c'est que les Jeux Olympiques n'ont pas vocation que d'impacter le sport de haut niveau, mais également le sport pour tous, le développement du sport pour tous, partout et dans tout le pays. Donc évidemment, en Saône-et-Loire également. Alors je vais essayer, je suis un petit peu scolaire, donc je vais essayer de définir certains termes. Le premier, c'est le sport. On parle de sport depuis ce matin, mais finalement, de quoi parle-t-on? Pour moi, au départ, pour moi, le sport, c'était une activité motrice, codifiée, institutionnalisée, à but compétitif. Mais finalement, maintenant, s'il fallait à aujourd'hui donner une définition du sport, elle serait beaucoup plus extensive que la définition que je viens de vous donner, qui est de Pierre Parlebas, qui était un sociologue qui était bien connu quand j'ai commencé mes études à la fac du sport. Mais voilà, j'ai mis des images d'activités physiques et sportives. Donc on va au-delà du sport, hein, activité physique et sportive. Donc on voit que ce n'est pas du tout le même type de pratique. Donc moi j'aurais une définition extensive du mot sport qui introduit aussi les activités physiques. Donc j'ai essayé aussi de définir héritage. Alors je ne vais pas vous donner la définition, on s'en fiche un peu, mais simplement pour dire que le patrimoine que les Jeux Olympiques vont nous laisser, il est construit aujourd'hui, en ce moment. Il y aura les Jeux Olympiques sont à la fois un objectif mais un départ aussi. C'est-à-dire qu'il y aura une suite des Jeux Olympiques. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les politiques sportives vont avoir une suite également? On est bien d'accord qu'on a compris qu'il y avait des politiques sportives qui existaient. Ce matin, on en a parlé longuement. Donc la question, c'est est-ce que ça va être pérennisé et comment? Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repéré des éléments que je vais vous présenter qui sont issus d'une étude nationale sur les attentes et les besoins des acteurs du sport. Alors, en sous-titre de cette étude, c'est une ambition pour un sport de demain. C'est une étude de mai 2022, donc elle n'est pas très ancienne. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Agence nationale du sport. Alors, bon, ce que je vais aborder concerne les résultats des enquêtes auprès des représentants de l'État, des collectivités territoriales, du mouvement sportif et du monde économique. En gros, c'est les acteurs qu'on retrouve dans les conférences du sport et les conférences des financeurs. Et leurs propos, évidemment, sont différents en fonction d'où ils viennent. Les propos du mouvement sportif ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux des représentants de l'État. Mais globalement, voilà ce qu'on retrouve comme prise de position. Déjà, ça commence par une question. Les grandes compétitions sportives ont-elles un impact sur le développement de la pratique sportive? Moi, je n'ai fait que recenser, hein, c'est pas mes propos, hein, vous êtes d'accord? C'est les propos des acteurs dont je viens de vous parler. La prise de conscience politique liée à l'importance du sport dans la société est une opportunité pour que le monde du sport se transforme. Donc, si j'ai bien compris, il y a quand même eu une prise de conscience politique qui fait qu'on peut peut-être penser à des lendemains un petit peu intéressants pour le sport français. Les Jeux impacteront de manière différente les territoires. L'héritage doit peut-être se situer au niveau des territoires dans des politiques publiques qui perdureront après les Jeux. Alors j'ai bien entendu la question de M. Billard ce matin, avec des politiques publiques qui sont menées par les collectivités territoriales au niveau local. Effectivement, on peut se demander si on ne peut pas aussi les faire remonter au niveau national pour avoir au moins une boîte à outils intéressante. Et vice-versa, les politiques nationales, les faire redescendre jusqu'aux communes et aux clubs sportifs. Ensuite, mettre en place des dispositifs et des équipements qui perdureront après les Jeux. Bon, on tourne un peu autour du pot, hein, c'est-à-dire que c'est toujours l'après-jeu qui questionne.
Ensuite, les passionnés, je pense qu'on l'a, les passionnés de sport vont avoir une vraie opportunité de s'engager. Alors la question qui se pose tout de suite après, c'est la conversion vers l'activité sportive pour d'autres publics semble moins évident. Alors évidemment, les passionnés de sport, les Jeux Olympiques, ça mobilise. Après, ceux qui sont très éloignés de la pratique sportive, on peut peut-être se poser la question de savoir si effectivement ça va les mobiliser. La médiatisation de l'événement est l'occasion de faire passer des messages susceptibles d'être entendus par toute la population. Donc c'est mobilisateur. Hein. L'accompagnement des dispositifs est nécessaire pour assurer leur pérennité. En gros, les personnes interrogées pensent qu'il n'y a pas d'effet mécanique. Il faut accompagner. Les équipements sportifs de proximité, alors je pense qu'on va en parler tout à l'heure, donc moi je vais l'aborder rapidement dans l'introduction, mais je crois qu'il y a une question aussi sur ces équipements de proximité à la table ronde qui va suivre. C'est évoqué de façon presque systématique par l'ensemble des acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Le sport à l'école, on en a parlé ce matin, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est surtout donner envie aux jeunes de pratiquer hors de l'école. C'est-à-dire, la pratique sportive à l'école doit pouvoir donner envie aux jeunes de pratiquer dans les clubs sportifs. L'utilisation de l'image des champions afin de développer des passerelles entre le haut niveau et le sport pour tous. Alors tous les acteurs, collectivités territoriales, mouvements sportifs, etc., n'ont pas la même réflexion. Ça, c'est une réflexion du mouvement sportif. La reconnaissance de l'utilité sociale du sport comme vecteur de bien-être et de santé publique. Vous en avez parlé aussi en fin de matinée, et je pense que c'est un aspect important. Le développement de l'emploi, qui va bénéficier aussi à d'autres branches que celle du sport, notamment la sécurité, le PTP, le BTP. C'est évident que les Jeux Olympiques sont mobilisateurs en termes d'emploi. Voilà, donc simplement pour dire que pour proposer des politiques sportives efficaces, il faudra certainement prendre en compte ces réflexions et voir comment nous pouvons les appliquer au niveau du territoire, au niveau de la Saône-et-Loire. Alors le territoire, j'ai mis quelques photos, c'est simplement pour rappeler de quoi on parle. C'est-à-dire le territoire, c'est le territoire de Saône-et-Loire cet après-midi dont on parle. Alors on peut remarquer une position géographique particulière du territoire de Saône-et-Loire. Entre la Bourgogne-Franche-Comté est entre l'Île-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça peut peut-être aussi être un élément intéressant. Et puis, quel est le bon niveau de réflexion? Parce qu'on parle des politiques publiques, mais encore une fois, on peut parler des politiques publiques en ayant une vision nationale, en ayant une vision régionale, en ayant une vision de bassin de vie, interrégionale ou locale et communale. Hein? Donc la question, c'est comment on articule ces différents objectifs et les différents projets territoriaux pour avoir quelque chose de cohérent à l'arrivée. La cohérence, je pense que c'est un mot important dans les politiques publiques, quel que soit le niveau évoqué. Donc les politiques publiques de l'État sont définies par 4 axes, 4 grands axes, on va dire. Le développement du sport pour tous, l'organisation du sport de haut niveau français, la prévention par le sport comme facteur de santé et de bien-être, la promotion des métiers du sport et le développement de l'emploi sportif. Donc c'est les 4 grands axes de la politique sportive de l'État. Après avoir défini les termes, je voulais avoir une approche un peu plus institutionnelle en évoquant, concernant la gouvernance actuelle du sport en France, alors, qui est un héritage aussi de l'attribution des Jeux Olympiques 2024, et notamment de l'Agence nationale du sport, qui est un outil au service du sport. Alors l'Agence nationale du sport qui impulse des dynamiques selon les objectifs, les thématiques clés définies avec les acteurs de la gouvernance, avec comme premier acteur le ministère des Sports,
des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le ministère des Sports, maintenant, a greffé à son nom Olympique et Paralympique. C'est pas complètement négligeable, malgré que ce soit qu'un intitulé. Au niveau régional, on trouve les conférences régionales du sport qui développent des stratégies de développement du sport à l'échelle de la région. Et on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, composé de 4 collèges, l'État, le mouvement sportif, les collectivités territoriales, le monde économique, et ça pour un mandat de 5 ans. Et puis, il existe aussi la conférence des financeurs qui émet des avis concertés sur les projets de structuration régionale en adéquation avec les logiques territoriales, et composé aussi des 4 collèges dont je viens de parler pour 5 ans. Alors l'Agence nationale du sport a 2 questions à traiter plus particulièrement. C'est comment élever le niveau des équipes de France lors des événements internationaux et comment améliorer l'accès à la pratique sportive de tous les Français. Alors pour ça, il y a des dispositifs. Alors je vais essayer, ça va être un petit peu une liste, mais malgré tout, je vais essayer de développer certains aspects plus tard, notamment sur ceux des équipements sportifs. Donc les projets sportifs territoriaux déjà, qui par exemple peuvent aider à l'emploi et à l'apprentissage. Les projets sportifs fédéraux, que vous connaissez mieux que moi puisque ça passe par les fédérations. Globalement, c'est l'ancien CNDS, l'ancien Centre de développement du sport, qui passe maintenant par les fédérations et qui est redistribué certainement jusqu'au club pour certaines fédérations. Impact 2024, c'est un appel à projet. Aisance aquatique, que vous connaissez certainement. Fonds de soutien à la production audiovisuelle. Les contrats de développement, alors c'est les anciens contrats d'objectifs des fédérations. Concernant les équipements sportifs, on a un programme d'équipements sportifs de proximité, des équipements structurants et du matériel lourd. Les centres de préparation aux Jeux ont aussi été aidés, je le développerai un petit peu plus en avant. L'aisance aquatique, c'est-à-dire les piscines, même s'il y a un dispositif aisance aquatique, il y a aussi une partie liée aux équipements sportifs pour les piscines. La mise en accessibilité des équipements sportifs, les équipements sportifs structurants et le matériel lourd pour le haut niveau et la haute performance. Et puis, il y a un plan un peu particulier qui s'appelle Plan France Relance, où on a des éléments liés à l'emploi. On a des éléments liés à l'emploi de jeunes issus prioritairement des zones carencées, c'est-à-dire zones rurales et zones urbaines. On a aussi, pour les équipements sportifs, la rénovation énergétique des équipements 2022-2023, la transformation numérique des fédérations, le soutien des associations sportives locales les plus en difficulté. Donc tout ça, c'est des dispositifs qui ont profité au sport et qui, espérons-le, continueront à profiter après les Jeux. Alors, on se raccroche à des politiques publiques particulières, la réduction des inégalités d'accès à la pratique sportive, le développement de la pratique sportive et de l'encadrement pour les femmes et les jeunes filles, le développement des activités physiques et sportives accessibles aux personnes en situation de handicap, l'accompagnement des politiques d'accueil de scolaires, la promotion du sport santé et du sport en entreprise, on en a parlé ce matin, la mutualisation des emplois via les groupements d'employeurs, la prévention des noyades, le développement de l'aisance aquatique et le développement du savoir rouler à vélo, la promotion des actions citoyennes autour des valeurs et principes de la République et la prévention du repli communautaire. Et là, je vais vous présenter le bilan des campagnes 2021-2022 concernant les équipements sportifs qui sont liés au centre de préparation aux Jeux. Alors, en Saône-et-Loire, on est bien d'accord qu'on est sur la Saône-et-Loire. Alors, au niveau du territoire national, pour 2021, on avait une enveloppe de 14 millions d'euros sur la rénovation des centres de préparation aux Jeux. Et en 2022, une enveloppe de 6 millions d'euros. En Saône-et-Loire, on a eu 4 dossiers de déposés avec un nombre d'équipements subventionnés de 2. Des équipements subventionnés, donc il y a eu un complexe gymnique et un centre équestre.
Et donc les subventions qui ont été attribuées sont à la hauteur de 800 000 € sur les 2 ans, 2 fois 400 000 €. Les territoires impactés, Mont-sur-les-Mines et Maintenon. Alors ça, c'était les équipements sportifs, le programme des équipements sportifs liés au CPJ, au Centre de préparation aux Jeux. On a aussi le bilan de la campagne 2022 concernant le programme des équipements sportifs de proximité cette fois-ci. Donc le nombre de dossiers déposés, il y en a eu 15. Le nombre d'équipements subventionnés, 13. Alors vous voyez le type d'équipements qui ont été subventionnés. Les plateaux multisports, des pistes de padel, des terrains de basket 3-3, des pump track, des parcours de fitness urbain et des parcours de sportifs et de santé. La subvention qui a été attribuée au niveau départemental pour un total de 615 334 €. Et l'enveloppe régionalisée était de 3 305 000 € pour la Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, je pense que pour que le projet territorial soit adapté, il faut avant tout faire un état des lieux, un diagnostic, et puis après prévoir un plan d'action. Et mettre en adéquation le diagnostic, le plan d'action et les prises de décision. Alors, l'état des lieux, je vais passer rapidement. Bon, ça c'est des éléments qui sont aussi repris de l'étude dont je vous parlais tout à l'heure en introduction. Donc des mutations de demande sociale de pratique, un plafonnement de la pratique, surtout au niveau des licenciés, une diversification des formes de pratique et des aspirations du pratiquant, une désinstitutionnalisation des pratiques. Donc ça c'est des tendances lourdes qui ont évolué depuis une vingtaine d'années, des offres en réponse à des problèmes sociétaux, des problèmes de santé publique, l'aggravation de la crise sociale également, des problèmes d'adaptation à la digitalisation, des contraintes environnementales de plus en plus fortes. Le sport est victime d'une dégradation de l'environnement, mais le sport est aussi facteur de dégradation de l'environnement et l'émergence d'une politique sportive d'adaptation. Je vous passe ça. J'ai essayé de faire ressortir quelques questions parce que je pense que je vais avoir plus de questions que de réponses. Donc, en termes de pratique, faut-il promouvoir et permettre le développement des pratiques autonomes, puisque les pratiques autonomes se développent de plus en plus à côté du mouvement sportif? Est-ce qu'il faut promouvoir et permettre le développement de ces pratiques? Faut-il promouvoir et permettre le développement des pratiques sportives en club? Doit-on développer le sport sans encadrement ou avec encadrement? Peut-on développer tous ces types de pratiques de façon parallèle? Alors, les clubs sportifs concernant les structures, on peut se demander s'ils sont préparés à accueillir aussi des nouveaux licenciés, notamment des jeunes licenciés après les Jeux Olympiques. Alors là, je vous fais grâce de toutes les études dont on aurait pu parler éventuellement si on avait eu un peu plus de temps. Ouais, je termine. Peut-être essayer de répondre à toutes ces questions que tu as bien lancées, que vous avez bien lancées. Simplement, les dernières questions, ça concerne simplement les équipements sportifs, et après j'en aurai terminé. Faut-il les mêmes équipements sportifs sur tout le territoire? Quels sont les types d'équipements sportifs qu'il faut privilégier et subventionner? Les équipements sportifs de proximité, les équipements sportifs structurants, on peut se poser la question. Faut-il rénover les équipements sportifs existants ou en construire de nouveaux? Et faut-il promouvoir la pratique sportive ou l'accès à la performance sur des équipements sportifs ou est-on obligé d'avoir des équipements sportifs? Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Merci. Merci beaucoup, Luc Grenier. Je vous laisse avec une question peut-être, Sébastien Laurent, si vous voulez bien prendre un micro, le temps que... Juste, vous avez, Chagny est devenu terrain de jeu. Quelles ont été les motivations pour arriver à ça? Et qu'est-ce que vous avez mis en face, en action de promotion auprès de vos administrés? C'est une question qu'on s'est posée début 2020. Donc c'était en pleine campagne électorale. Donc avec Patricia en Rossignol, on s'était posé la question de comment donner plus de visibilité aux associations
leur donner plus de moyens d'action et comment les accompagner. Donc c'est parti de cette réflexion-là qu'on s'est dit quel est l'outil qui peut être intéressant pour mutualiser, puisque une ville de la taille de Chagny n'a pas des structures d'accompagnement comme pourrait avoir une agglomération ou une grande commune. Et donc, lorsqu'on a appris qu'il y avait le label Terre de Jeu 2024 qui se mettait en place, on a sauté sur l'occasion et tout de suite on a monté un projet donc, pour pouvoir postuler à la réalisation. Donc c'est parti de là, c'est trouver un point commun, un objectif où on pourrait mettre autour de la table l'ensemble des associations, des acteurs locaux, donc avec pour objectif de dynamiser tout l'ensemble. Donc c'est dans cet objectif-là qu'on a eu le label dès fin 2020. Une des premières actions qui a été faite, c'est de mettre autour de la table l'ensemble des associations, qu'elles soient sportives mais également culturelles, pour leur expliquer ce que c'était le Terre de Jeu 2024. On a eu la chance que toutes les associations début 2021 ont bien voulu nous suivre. Et depuis, chaque année, deux fois par an, on les réunit pour expliquer ce que l'on veut faire l'année suivante, comment on souhaite le faire et avec qui on souhaite le faire. Donc c'est pour ça que dès 2021, on a organisé 2 événements, un jour en e-sport avec toutes les écoles, c'était sur le mois d'avril. Donc ça a bien fonctionné, hein, les écoles ont joué le jeu. Donc on a fait pendant toute une semaine, comme on dit un jour, ça a duré une semaine dans les écoles où toutes les classes ont pu découvrir les différents sports en e-sport, donc surtout l'école alimentaire. Et puis après, en juin, dans le cadre de la semaine des JO, on a fait la première année. C'était plutôt de manière générale parce qu'on testait un petit peu. Donc c'était santé et sport, où là, l'ensemble des associations, enfin quand je dis l'ensemble, il y avait une dizaine d'associations qui ont bien voulu nous accompagner, sportives ou autres, autour de différents jeux. Hein. Donc, la deuxième année, le sujet a changé, puisque l'objectif c'était d'ouvrir un peu plus. Et donc ça a été le thème des femmes de tout âge. Donc les femmes, leur place dans le sport et la santé. Donc là c'était un événement qui a été aussi assez apprécié. Et pour 2023, on se projette en faisant art et culture et sport. Donc là on travaille avec une association qui est sur Chassagne, qui s'appelle Séculte, qui est une association d'art qui est labellisée Microfolie, qui est encore un label lancé par l'État il y a quelques années, pour démocratiser l'art au niveau du monde rural. Donc il y a un accompagnement avec comme sponsor tous les grands musées nationaux. Donc ça c'est intéressant, et donc on va relier l'art et le sport pour qu'en 2024, on espère retrouver tout le monde, donc en faisant tous les sujets depuis 4 ans autour du thème de Terre de Jeu 2024. Voilà, donc l'idée c'était de fédérer, d'avoir un objectif commun pour pouvoir motiver les associations, l'ensemble des acteurs, la population autour de ce sujet. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, donc je remercie même, il y a beaucoup d'associations dans la salle, donc je les remercie tous pour jouer le jeu et nous accompagner, donc on sent qu'il y a de la dynamique et c'est intéressant. Et en plus, même si des fois ça peut permettre de créer un peu de vocation, c'est pas plus mal. Autre point important et non négligeable, c'est qu'en se mutualisant, on parlait tout à l'heure des bénévoles, ça permet de gérer un événement assez festif et important avec un nombre de bénévoles qui ne croient pas, mais en tout cas qui se mutualisent. Merci beaucoup. Bernard Blanc, président du GDOS 71. Alors ça a été évoqué ce matin par les différents intervenants. La Saône-et-Loire a parlé d'une seule voix pour son centre de préparation au JO, les 5 villes d'une seule voix. Et on sait qu'il a fallu que quelqu'un, au-delà de toute couleur politique, sorte de ce domaine et réussisse à réunir ces 5 voix différentes.
Et on sait combien le CLOS a été présent dans cette dynamique-là. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui. Effectivement, lorsque nous avons su qu'en septembre 2017, effectivement, nous étions à la semaine sportive qu'on avait organisée au Creusot, et lorsque nous avons appris que la France avait été retenue pour 2024, dans la semaine qui a suivi, avec mes collègues du comité olympique, on a fait un courrier au président Akari en lui disant, écoutez, il semblerait que pour nous, si on veut avoir certaine efficacité sur le territoire, ça serait de réunir les villes importantes et voir comment ensemble on pourrait construire ou trouver une formule qui permettrait aux uns et aux autres de se promouvoir en tant qu'acteur pour Paris 2024, mais éviter aussi la concurrence entre les villes, parce que tout le monde maintenant, comme vous le savez, nous avons plusieurs villes avec des stades d'athlètes, etc. Et plutôt que de se faire concurrence, c'était pour nous l'idée de réunir ces villes. Alors, nous avons pris contact avec les adjoints au sport et aussi bien toutes les tendances municipales ont dit bah oui, c'est une très bonne idée. Et donc avec l'équipe du président Akari, nous avons rapidement lancé une consultation et chacun a fait part de ses besoins en fonction de la disponibilité des équipements, la qualité bien sûr des équipements et puis aussi des personnes qui seraient susceptibles d'aider ces villes pour promouvoir une ou plusieurs disciplines. Donc ça a pris corps et puis depuis quelques années nous travaillons avec le service de sport du département et les villes pour finaliser ces choses-là. Il y a eu des entretiens avec les fédérations. Moi-même, je suis intervenu avec des collègues à Lausanne pour leur vanter en quelque sorte toutes les qualités de nos villes. Et je pense que ça devrait déboucher dans... Déjà, il y a des touches, hein, comme on dit, mais j'espère que les 5 villes qui sont acteurs, je laisserai le soin à l'adjointe du Grand Chalon de développer ça, vu qu'elle est aussi au département. Mais franchement, c'est quelque chose de positif pour nous. Effectivement, Bernard, la transition est toute trouvée. Dominique Moulin, en tant que conseillère départementale, peux-tu nous expliquer pourquoi le département, comme l'a très bien souligné Bernard, s'est engagé pleinement dans cette idée d'une seule candidature pour promouvoir la totalité du département? Ça va peut-être aller mieux comme ça. Oui, effectivement, par rapport à ce que vient de nous dresser Bernard Spons-Blanc, comment s'est constituée effectivement et fédérer ces 5 villes, ça nous a paru vraiment pertinent d'aller dans ce sens-là lorsqu'il y a eu cet appel à projet. Et le département qui est très acteur au niveau sportif, et qui considère comme, on va dire, la proximité première que le sport peut véhiculer sur notre territoire, il était logique qu'on fasse, on va dire, partie de ces éléments-là. Et puis en plus, pourquoi ces 5 villes en concertation, alors bien entendu, on avait des ambassadeurs, et puis quel ambassadeur? Vous en avez un qui est à côté, qui est donc Adrien Hardy, et c'est vrai que la ville de Châlons, de par les résultats sportifs et au niveau olympique qu'ont pu générer certains clubs, il me paraissait logique d'être aussi présent, au même titre que Monceau avec sa gymnastique et les 2 sœurs qui ne connaissaient pas Martine et Nadine Audin.
J'ai eu l'occasion de le côtoyer quand j'étais aussi plus jeune. Et c'est vrai que tout ça, ça fédérait. Et le département a fait le fait que ces 5 villes, on soit, comme on l'a évoqué tout à l'heure, hein, plus forts ensemble. Et c'est ce qui est très très important. Et travailler et voir comment on pouvait, dans chacune de nos particularités, que l'on pouvait proposer en termes d'équipement pour accueillir, à l'époque on appelait ça, première dénomination c'était les bases arrières, maintenant c'est centre de préparation, et on regardait comment on pouvait donc accueillir au mieux des équipes étrangères par rapport à ce que nous, on pouvait proposer en termes d'équipement. Donc chacune des villes a adressé, on va dire, ce dont ils pouvaient mettre à disposition pour ces centres d'entraînement dans leurs disciplines qui leur étaient imparties, et on va dire des disciplines qui sont phares par rapport à ces différentes villes. Autun a accès sur le VTT, et ils sont aussi très, ils ont un savoir-faire, puisqu'ils accueillent relativement souvent des championnats de France, parce qu'ils ont un site aussi qui va bien, qui est en adéquation. Le Creusot pour le tennis de table, Montsolimine, je vous l'ai évoqué tout à l'heure avec la gymnastique, Mâcon, qui a plusieurs, on va dire, cordes à son arc, puisqu'il y a la lutte, il y a l'escrime, il y a l'athlétisme, il y a l'équitation aussi, et puis, je vais approcher pour ma paroisse, Chalon-sur-Saône, avec donc le basket fauteuil et aussi la natation. Tout ça pour, impulser, parce que c'est important, impulser au monde associatif et sportif une dynamique que le département a su trouver tout de suite, on va dire, en aidant les 5 villes avec une enveloppe qui a été votée, et qui n'est pas la moindre, puisqu'elle est de 2 millions d'euros, pour nous permettre de pouvoir faire un aménagement conséquent pour améliorer les structures sur lesquelles nous avons postulé pour accueillir ces différentes délégations. Sur Chalon, donc le Colisée, avec le basket fauteuil. C'est vrai qu'on a un savoir-faire, c'est un terme que je vais employer souvent. Nous avons accueilli il n'y a pas très longtemps, en 2019, l'équipe de France basket fauteuil masculine. On a pu se rendre compte que la structure que nous proposions était en adéquation avec le handicap et que tout ce qu'on pouvait leur proposer leur correspondait bien. Donc c'est pour ça que nous avons postulé pour ça. Et puis la natation, pourquoi? Parce qu'on a un club phare, le CNC, qui a fait des champions. Il y en a qui sont partis vers d'autres horizons en prenant, on va dire, une nationalité qui était aussi double et qui fait un très grand champion. Je vais vous parler de Jawad Siloud, qui excelle dans son pays, qui est maintenant l'Algérie, et qui est un ancien adhérent du CNC. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir cette évolution de tous ces sportifs. Et on est très très fiers, nous tous, au niveau de 5 villes. Les représentants ne sont pas tous assis. Je crois que j'ai vu qu'il y avait l'adjoint de Montsolimine, que j'ai aperçu ce matin, qui était ici. Donc c'est vrai que c'est important, c'est une grande fierté pour nous, au niveau de ce département, de représenter ce que l'Olympisme a on va dire, de plus grand aux yeux de tous. Et comme Tony Estanguet l'avait dit lorsque nous l'avons accueilli à Dijon, comme quoi il souhaitait que ces Jeux Olympiques soient au niveau national, mais que tout le monde, quel que soit le public, se l'approprie. Donc on essaie effectivement d'aller dans ce sens-là, et c'est avec grand plaisir. Tu as évoqué les 2 millions d'euros votés par le département. On est en train d'évoquer l'héritage. Est-ce que le département a déjà fait part de comment évoluerait cette dynamique sur le sport qui est pour l'instant dirigé vers 2024, mais qui pourrait aller plus loin pour continuer à promouvoir les équipements et les initiatives locales sportives? Est-ce qu'il y a quelque chose déjà de décidé sur une prolongation? Pourquoi pas? C'est ce que le mouvement sportif souhaite, mais... Écoutez, alors après, il y a une certaine, on va dire, évolution qu'on entend apporter.
suite à ces Jeux Olympiques. Ça paraît une évidence. Tout le travail qui a été fait en amont doit continuer à être présent, et surtout on le fait déjà avec l'accueil de grandes équipes ou de grands championnats, et avec l'amélioration au niveau des équipements, ça ne peut qu'engendrer effectivement une suite favorable pour accueillir, on va dire, des grandes équipes au niveau international. Même si ça se fait déjà, le département n'a pas attendu que les Jeux Olympiques soient présents. Justement, ces Jeux Olympiques vont ne que favoriser un supplément de ce qui existe déjà. Maintenant, Luc, de ton côté, sur le plan 5, il a été annoncé par le président de la République, le plan national 5000 équipements de proximité. Je pense que certains ont déjà vu le jour, ça a été évoqué dans la présentation. Ma question elle était plus sur, peux-tu détailler un petit peu quels sont le type d'équipements qui sont, alors, sans être exhaustifs mais au moins précisés, est-ce que c'est assez vaste malgré tout, ce n'est pas que les sports olympiques. C'est tout pratique, on peut arriver à installer des équipements. Et comment, et donc la première question c'est quels sont les types d'équipements, et la deuxième c'est peut-être pour ceux qui se demandent comment réussir à avoir dans sa commune, ou en tout cas dans sa démarche avec son association où on aurait besoin d'un équipement et aider sa commune à acquérir ce type d'équipement, quelles sont un petit peu les démarches dans les grandes lignes toujours pour réussir à rentrer dans ce dispositif. Alors, sur la première question, il s'agit d'équipements sportifs de proximité. Alors quand on dit équipements sportifs de proximité, ça s'oppose un petit peu aux équipements structurants. Les équipements structurants, c'est on va dire les gymnases, les terrains de grands jeux, les salles multisports, etc., avec des murs, pour faire simple. Les équipements de proximité, ils doivent avoir deux têtes, c'est-à-dire que déjà, il faut qu'elles soient en accès libre. Donc les équipements qui sont financés dans le cadre du programme 5000 équipements sportifs sont des équipements qui doivent pouvoir être en accès libre, et à côté le porteur de projet doit pouvoir conventionner avec une structure, une ou plusieurs structures, ça peut être des clubs, ça peut être des entreprises, ça peut être des écoles, pour permettre de laisser des créneaux d'activité sur cet équipement à une structure particulière, une ou plusieurs structures. Donc les équipements de proximité, ils sont en accès libre, et à la fois on doit avoir une convention avec une structure particulière, une ou plusieurs structures particulières. Alors les équipements sportifs concernés, donc on a les dojos solidaires, alors c'est cadré par la note de service de l'Agence nationale du sport, évidemment c'est pas moi qui invente, même si il est marqué notamment, ça veut dire que ça ouvre un petit peu à des projets spécifiques et particuliers. Donc la note de service de l'ANS, elle parle de dojos solidaires, elle parle de plateaux multisports, avec ou sans piste d'athlétisme et plateaux de fitness. Les terrains de basket 3-3, les terrains de hand 4-4, les terrains de foot 5-5, les terrains de badminton, les terrains de tennis, les terrains de paddle, les terrains de squash, les mini-terrains de baseball, les mini-terrains de hockey sur gazon, les tables de tennis de table extérieure, les tables de tech-ball extérieure, les skateparks, les street workout, les pump tracks, les blocs d'escalade, les bassins de natation mobile, les salles autonomes connectées. Alors là, on n'est plus tout à fait dans l'équipement vraiment de proximité, mais c'est prévu par la note de service de l'ANS, donc on peut aussi faire entrer ces salles dans la définition d'équipement de proximité. Donc, etc. C'est-à-dire que les parcours sportifs, par exemple, en font partie, on pourra financer. Voilà, donc après, on va voir pour déterminer si l'accès libre est bien effectif. Alors je ne vous cache pas que des fois on n'a pas forcément des certitudes. Par exemple les paddles, c'est difficile de faire de l'accès libre pour les paddles. Donc on essaye de trouver des solutions pour les rendre en accès libre. Voilà. Et la deuxième question, je me souviens plus. La démarche, en
tout cas, comment enlever une démarche si on veut profiter de cette dynamique? Alors, la démarche, c'est déjà se rapprocher de moi, puisque au service départemental Jeunesse et Sport, c'est moi qui m'occupe des équipements sportifs. Moi, je vous accompagne, hein, c'est-à-dire que je ne vous dis pas déposer un dossier, débrouillez-vous. Je vous accompagne, déjà pour savoir si c'est éligible, parce que si c'est pas éligible, on va pas plus loin. Alors, il y avait des critères territoriaux d'éligibilité jusqu'à cette année, hein, puisque c'est un dispositif sur 3 ans, hein, je ne l'ai pas rappelé dès le départ, mais 2022, 2023, 2024, 200 millions d'euros, 96 millions d'euros sur 2022, certainement 50 millions d'euros sur 2023 et la même chose sur 2024. Donc, moi, je vous accompagne déjà pour voir l'éligibilité du dossier. Et puis, une fois que le dossier est considéré éligible, eh bien, on monte le dossier pièce par pièce. On le fait ensemble, je vous accompagne. Et après, vous déposez le dossier numérique auprès de moi et le dossier papier auprès de la DRAGES, la délégation régionale académique la jeunesse, engagement et sport. Et après, évidemment, il faut attendre pour savoir si attribution de subvention ou pas. Hein, c'est pas automatique. Hein. Je le répète toujours, demande de subvention ne vaut pas attribution de subvention. C'est important de le dire, mais en même temps, vous avez vu, il y a quand même eu 13 équipements sportifs de proximité qui ont été subventionnés en 2022. Donc voilà. C'est comme le loto, hein. Si vous n'essayez pas, vous n'aurez rien du tout, ça c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez, en tout cas, si vous êtes intéressé, alors les porteurs de projets, c'est les collectivités territoriales, mais pas que, ça peut être des associations. Alors je ne vous cache pas que des fois c'est compliqué avec les associations, tout simplement parce qu'ils ne sont pas propriétaires du foncier. Et parce qu'on leur demande des contraintes supérieures des fois, même aux collectivités. Mais les associations sont éligibles, les associations sportives qui sont affiliées aux fédérations sont éligibles. Merci Luc. Dominique, je vais revenir vers toi en tant plutôt que ta casquette Grand Chalon. Tu nous as déjà bien évoqué le fait que c'était naturel pour le Grand Chalon de s'inscrire dans cette dynamique terre de jeu et centre de préparation au jeu. Quelle on va dire, retombée vous avez imaginé à rentrer dans cette dynamique en ce qui concerne la retombée post-JO? JO-JP. Écoutez, lorsqu'on a été réélu donc en 2020, 2014-2020, il y a eu un premier territoire qui a été fait, dans lequel il y a eu différentes commissions qui ont été instaurées, une commission thématique pour l'attractivité du territoire. Lorsque il y a eu les Jeux Olympiques qui ont été décidés en Paris 2024, c'était important pour le Grand Chalon de pouvoir promouvoir, on va dire, ce sport pour tous au sein de cette agglomération et faire, on va dire, fortifier le label que nous avons eu Terre de Jeux. Actuellement, dans les 6 bassins de vie que comporte le Grand Chalon, nous avons fait des différentes réunions avec l'ensemble des maires de ces communes et de ces bassins de vie pour regarder comment on pouvait apporter une animation dynamique jusqu'à l'horizon de Paris 2024. Ça se passe très bien. Il y a les communes jouent bien le jeu. On est agréablement surpris parce qu'il y a des propositions qui sont fort intéressantes. Et en faisant cela, suite à ce que tu demandes, Adrien, savoir quel est, on va dire, l'héritage que ça peut laisser par rapport à cette dynamique qui est en train d'être impulsée et qui continuera à l'être, on va dire, plus tard, et c'est dans la continuité, c'est que les personnes, effectivement, sachent que le sport est très important et que, quelle que soit la personne, ou les personnes dans le monde du handicap, puisqu'il ne faut pas qu'on l'oublie, sont en mesure
en fonction de leurs moyens, voilà, moyens physiques et pas financiers, de pouvoir aussi s'exprimer comme tout à chacun et de continuer et de dire que ces Jeux Olympiques ont permis à certaines personnes de voir, on va dire, autrement le sport qui peut-être sans l'animation qui est en train d'être réalisée au sein du Grand Chalon n'aurait peut-être pas favorisé, on va dire, les personnes à aller dans le sens du sport, en disant c'est peut-être pas forcément pour nous, et parce que on n'a peut-être pas forcément l'envie et tout. Mais le fait de bouger est très très important. On a une action aussi au niveau de la santé qui est très très importante sur le Grand Chalon, où certains clubs ont bien acté ce phénomène-là et vont dans le sens auquel ça nous paraît la meilleure des choses. Et donc c'est pour ça que je pense que les Jeux Olympiques, ça peut être un bien. Et puis au niveau des associations, on sait tous, vous qui êtes aussi, qui faites partie des clubs, que les Jeux Olympiques permettent d'avoir, on va dire, un certain nombre de licenciés nouveaux et significatifs quand vous avez des événements de telle ampleur. Et je pense que c'est bien pour tous les clubs. Merci Louis. Je vais passer maintenant la parole à Richard Bidet, chargé de mission au Cross Bourgogne-Franche-Comté. Quand on parle Jeux Olympiques, on parle d'accès à la performance. On espère avoir des jeunes athlètes qui réussissent. Ça a été évoqué dans les certaines différentes questions. Bien sûr, il n'y a pas que le sport, mais il y a aussi tout ce qui entoure le sport et qui permet d'accéder au meilleur niveau. Pour ça, le Cross a fait une brochure, j'ai eu le plaisir de participer, qui s'appelle le projet de réussir des jeunes sportifs. J'ai vu qu'il était à disposition, si vous ne l'avez pas appris, il était à disposition ce matin en même temps qu'on pouvait récupérer notre badge. Il est très intéressant, il amène plein de solutions, on va dire, et d'informations à toute personne qui aura envie de s'engager. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous présenter la genèse, pourquoi vous avez fait ça, enfin, pourquoi, on s'en doute un petit peu, mais comment vous avez réussi à concaténer toutes ces informations dans ce petit document? Oui, bien sûr. Donc, je repartirai tout simplement de la thématique d'aujourd'hui qui est donc l'héritage. Et l'héritage, c'est ce qu'on va laisser aux générations futures. Et en matière de pratique compétitive dans le sport, qui est au départ dans les clubs, on va dire la matière première, hein, même si maintenant on passe également sur des pratiques diversifiées, sport santé, loisirs, etc. Mais à l'origine, les clubs sportifs étaient là pour faire pratiquer de la compétition et faire monter en compétences sportives, techniques, les jeunes sportifs. Et l'idée était vraiment de, alors sans pour autant aller sur le sport de haut niveau, qui est maintenant de la compétence, et ça sera évoqué un petit peu plus tard par mon collègue Loïki, sans parler de sport de haut niveau, donc qui est la compétence de la mise en œuvre de la performance. On s'est dit, au sein d'une commission qu'on a mise en place au sein du comité régional olympique et sportif, qu'il fallait réfléchir aux défis, aux différentes problématiques que se posaient les jeunes sportifs, leurs familles, engagés dans un parcours vers les plus hautes performances. Alors encore une fois, les plus hautes performances, c'est pas forcément le sport de haut niveau, hein, c'est en fonction de chacun. Sur l'Olympiade précédente, on avait une commission qui s'intéressait déjà à cette thématique-là, qui était la commission sport de haut niveau. Et après les dernières élections, on a souhaité transformer cette commission haut niveau en commission parcours de réussite des sportifs, pour bien montrer que le mouvement olympique régional pouvait soutenir les ligues et les comités régionaux, qui sont ses adhérents, mais aussi les comités départementaux, les clubs, les sportifs et leurs familles dans leur parcours. Donc en fait, on s'est posé plusieurs questions, on s'est réunis à plusieurs reprises, et on a souhaité finalement aller au plus près des besoins des sportifs en les interrogeant directement, ce qui nous a permis, après retour des questionnaires, de construire le contenu de ce document, de ce livret que Gabriel vient de vous présenter. En fait, l'interrogation, elle s'est faite grâce à l'intervention du CREPS,
qui a une base de données, et on a interrogé un petit peu plus de 420 sportifs et leurs familles sur les différentes problématiques qu'ils avaient depuis leur détection dans les clubs, pour s'entraîner au sein du club, pour aller sur des regroupements régionaux, quand ils arrivaient dans les structures, dans les sections sportives, on en a parlé ce matin aussi des établissements scolaires, quand ils arrivaient en pôle espoir, pourquoi pas en pôle France. Voilà, on s'est intéressé un petit peu à tout ça. Et dans notre réflexion, en fait, on a essayé de décomposer. Ce matin aussi, j'ai entendu qu'on parlait de double projet. C'est évident qu'il y a forcément un double projet. Mais en fait, nous-mêmes, on a été plus loin et on s'est dit qu'en fait, le parcours, il est même cas de tout. En fait, il y a le parcours sportif, bien évidemment, hein, puisque le jeune qui va s'engager dans ce parcours, ben, c'est pour faire de la compétition sportive. Il y a aussi un parcours scolaire, de formation, qui peut être même universitaire parfois. Il y a également, évidemment, un parcours de santé et de soins, récupération, etc., etc. Et puis enfin, il y a tout le parcours social et professionnel. Voilà, quand il va social, c'est à tout moment, et professionnel, c'est quand il va entrer dans la vie active. Et sur ces différents parcours, donc on a interrogé les sportifs sur leurs problématiques, comme je viens d'expliquer juste avant. Et quand on a dépouillé les réponses, on s'est rendu compte qu'il y avait 4 grands défis qui revenaient régulièrement. Qui est le premier, le plus évident, c'est le défi financier. Et c'est pour ça qu'en sous-titre de notre document, on a souhaité mettre comment relever le défi, ça serait même les défis. Donc le plus important, c'est le défi financier. Autre problématique importante, c'est comment relever les défis matériels. Alors ça va du petit matériel, l'équipement personnel, jusqu'à l'accès à des équipements sportifs structurants, hein, comme ça vient d'être évoqué aussi, qui sont nécessaires pour progresser, pour aller jusqu'à la pratique sportive de haut niveau. On a aussi le défi pédagogique, ça plutôt en lien effectivement avec tout ce qui se passe sur le parcours scolaire, la formation et le parcours universitaire. Et puis enfin le défi relationnel. Donc à la croisée de ces 4 parcours et de ces 4 défis, on a relevé un certain nombre d'interrogations. Et tout simplement, ce petit ouvrage, c'est répondre à ces différentes interrogations sur un chapitrage qui est fait effectivement par parcours et par défi. On n'a pas souhaité aller, on a souhaité aller un petit peu au-delà parce que bien évidemment on n'apporte pas forcément des réponses systématiques à toutes les questions posées. Parfois les réponses elles sont très dépendantes de la discipline pratiquée par le sportif, de l'établissement scolaire dans lequel il est, de son parcours universitaire, bref. Donc on a souhaité aussi donner un certain nombre de renseignements utiles et où se renseigner, en fait, des adresses utiles, des numéros de téléphone utiles, des sites internet consultables, pour que on puisse, que le sportif, sa famille, ait le plus grand nombre de renseignements possibles à la fin de cet ouvrage. Donc voilà comment a été construit, comment est né ce guide. Et question suivante, c'est comment faire connaître ce guide, parce que vous avez fait tout un travail qui est à destination des jeunes athlètes qui ne sont pas forcément encore complètement sur toutes les listes ministérielles. Comment réussir à avoir cette population et à toucher cette population pour les informer de votre travail? Alors, bien évidemment, nous avons des listes d'inclusion. En priorité, nos adhérents sont les ligues et comités régionaux. Donc, on a souhaité impliquer les responsables des ligues et des comités régionaux. C'est eux qui connaissent le mieux, en quelque sorte aussi, les jeunes espoirs de leur discipline. Donc, on leur a écrit à plusieurs reprises pour leur dire qu'on pouvait leur mettre, alors bien sûr en leur envoyant un exemplaire de ce document minimum, quoi, et en leur disant que ce document, on pouvait leur en faire parvenir un nombre en quantité qu'ils souhaitaient en fonction du nombre de jeunes sportifs qu'ils souhaitaient toucher et à qui ils souhaitaient les diffuser. Le document est également en consultation numérique sur le site internet du Comité olympique et sportif Bourgogne-Franche-Comté. On en fera des rééditions. Alors, on ne fera pas de réédition papier, hein, puisque maintenant, c'est vrai que pour pouvoir marquer le coup, pour pouvoir toucher, il fallait qu'on ait quelque chose de papier à la première édition. Mais on s'est promis de pouvoir le modifier, l'adapter en fonction des retours qu'on aurait, en fonction des modifications aussi qui peuvent avoir lieu sur les différentes sources de renseignements que l'on a indiquées. Donc on en fera des éditions ultérieures qu'on diffusera aussi sur notre site internet.
Alors, bien évidemment, autant tout ce que vous êtes ici, à tout niveau que ce soit, hein, au niveau local, départemental, service de l'État ou autre, vous pouvez nous contacter si vous avez autour de vous des jeunes qui veulent avoir en main ce document. On a d'autres actions aussi, mais je ne sais pas si on en parle maintenant ou pas. J'ai le micro, donc en fait, c'est pas c'est pas une fin en soi d'éditer ce document. Le comité olympique et sportif, on n'a pas d'argent à donner aux sportifs. Hein. Alors, vous allez dire, je tiens un beau discours, on veut aider les sportifs, très bien. Mais nous aussi, on vit de subventions publiques, hein, d'aide. Et donc, le seul point d'appui qu'on peut avoir, c'est essayer de faire la médiation entre les sportifs, leurs dirigeants de club, d'un côté, et d'autre côté, toutes les structures qui interviennent dans leur parcours à ces jeunes sportifs. C'est-à-dire les collectivités territoriales, conseils départementaux, conseils régionaux, les services du ministère de la Jeunesse et des Sports, les services de l'Éducation nationale. Et grâce à un partenariat avec la Maison régionale de la performance, qui prendra la parole juste après, je pense, bonjour l'équipe, on est en train de mettre en place, on organise un séminaire qui aura lieu le 8 décembre au CREPS à Dijon, en soirée à partir de 18h, où on va réfléchir avec l'Éducation nationale notamment, mais aussi toutes les personnes du mouvement sportif qui souhaiteront être présentes. On va réfléchir sur deux points qui nous paraissent importants en lien avec le parcours de formation et le parcours scolaire des jeunes. C'est d'une part l'accompagnement, voilà, comment on peut tous ensemble les accompagner, et l'accompagnement, c'est pas que l'éducation nationale, hein, c'est tout autant qu'on est, on doit pouvoir soutenir, aider les jeunes sportifs qui s'engagent dans un parcours avec de haute performance. Et puis, c'est tout ce qui est aussi aménagement du temps scolaire. Bon, là, c'est vrai que ça dépend un petit peu plus, on va dire, de l'éducation nationale. Donc, je vous invite tous, hein, si vous ne l'avez pas fait, si vous êtes intéressés par le sujet, à vous inscrire à ce séminaire donc, du 8 décembre au CREPS à Dijon à partir de 18h. Voilà. Si vous souhaitez les renseignements plus complets, on est à votre disposition pour vous envoyer les liens d'inscription. J'en ai profité pour faire un petit peu de pub, mais je crois que c'est important par rapport au thème de l'héritage et au thème des jeunes qui progressent dans le parcours sportif. Exactement. Et donc on va en arriver à la performance avec Bruno Lecky, directeur régional de la haute performance au CREPS de Bourgogne-Franche-Comté. C'est relativement lourd, en tout cas, ou sinon, si j'ai l'impression que moi qui suis un plus vieux sportif de haut niveau, je n'avais pas la possibilité d'avoir autant d'appui. J'avais un appui par ma fédération, mais pas tant par le CREPS et le Bourgogne-Franche-Comté. Pouvez-vous, Bruno, nous présenter les rôles et les missions et ensuite, dans un deuxième temps, on va un petit peu rêver avec ce que vous imaginez de ce qui est la participation aux Jeux Olympiques, des Jeux Paralympiques de 2024. Oui, merci. Alors, oui, je vais présenter le rôle et mission de cette maison régionale de la performance. Alors, c'est une structure nouvelle, effectivement, issue toujours du ministère des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, cette structure, en fait, c'est le déploiement de l'Agence nationale du sport. Tout ça, c'est une nouvelle organisation du sport. C'est des strates encore, hein, désolé de ce rajout dans l'organisation du sport en France, mais l'idée de cette agence qui a reçu une délégation du ministère, on l'a vu, c'est de promouvoir le sport, alors sur des dispositifs d'accompagnement pour les équipements, les structures, mais aussi dans le cadre du sport de haut niveau. Et là, c'est un élément qui, effectivement, est assez nouveau, puisque aujourd'hui, le sport de haut niveau, jusqu'à aujourd'hui, alors je vais préciser les dates, mais il était géré effectivement à la fois par le ministère, mais surtout par les fédérations avec leurs projets de performance, on en a parlé aussi ce matin. Et l'agence a eu ce rôle de mobiliser les fédérations, de mobiliser les autres acteurs du sport en France, parce que c'est ça la nouveauté, hein, et ici on en a un exemple, c'est que dans cette structure de l'organisation, c'est bien la gouvernance partagée qui est importante.
partagée alors effectivement entre l'État, les collectivités territoriales, le mouvement sportif et le monde économique. Donc la MRP, elle est aussi en lien avec toutes ces institutions, ces partenaires, avec un objectif, c'est d'accompagner les sportifs de haut niveau. Je vais revenir sur la définition. C'est accompagner les sportifs de haut niveau, mais c'est aussi accompagner les fédérations dans leur structuration et sur les territoires. Ça, c'est important aussi d'avoir cette connexion au territoire. Alors, la maison régionale de performance, elle a un an, c'est pour ça que tu l'as pas vu. Elle a un peu plus d'un an, ce qui, à 2021, ce qui, à 3 ans des Jeux, paraît très très délicat à gérer. Il ne faut pas se leurrer, hein. Une préparation au jeu, ça démarre depuis plus longtemps, hein, vous savez. Donc pour se former un sportif de haut niveau, il faut 10 ans, 10 000 heures, mais ça dure plus que 3 ans. Ça ne veut pas dire qu'il soit trop tard pour agir, parce qu'il y a des sportifs sur le territoire, il y a des structures, et donc le rôle de la MRP, elle est bien d'accompagner ces sportifs. Sur ces éléments-là, il y a 2 points à préciser, c'est que pour des raisons administratives, de gestion, les MRP elles sont basées dans les CREPS. C'est une règle sur toutes les régions. On est basé dans les CREPS. Ça veut dire que l'activité au sein des CREPS, elle continue, elle demeure avec cette activité, avec l'accueil de pôles, de sportifs. Mais le rôle de la maison régionale, c'est de rayonner sur tout le territoire, auprès de ces sportifs de haut niveau. Donc rayonner sur tout le territoire, ça veut dire toute la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui est assez grand, et d'aller sur effectivement le terrain pour voir ces sportifs de haut niveau, de quoi ils ont besoin. Et là, on parle d'accompagnement à 360 degrés. Donc, on se soucie de leur statut. Ce matin, on discutait des statuts des sportifs indirectement. Une personne a cité le bataillon de Joinville, hein, mais c'est vrai qu'il y a un statut militaire. Ils disent toujours avec l'armée des champions aujourd'hui. Mais nous, notre préoccupation, c'est effectivement le avant ou après, alors qu'il soit scolaire, universitaire ou professionnel, et c'est de trouver des solutions pour aménager l'emploi du temps de ces personnes, encore une fois, soit sur le scolaire, soit sur le professionnel, avec du travail collaboratif que l'on fait aujourd'hui aussi avec le CROSS. C'est toujours cette idée de gouvernance ou d'action partagée. Et puis avec des actions sur les entreprises pour avoir des CIP, des CAE, c'est-à-dire des conventions d'insertion professionnelle, c'est-à-dire des systèmes qui permettent d'alléger l'emploi du temps des sportifs tout en gardant un statut professionnel important. Donc ça, c'est ce que l'on fait, mais aujourd'hui, on va au-delà de ça, parce que le rôle de l'agence, c'est d'aller aussi sur la performance, de voir ce dont l'athlète a besoin, encore une fois, dans son milieu, dans son écosystème, pour performer. C'est peut-être l'accès à des équipements sportifs, donc faciliter l'accès. Ça peut être des aménagements particuliers, du matériel. Donc là, on a effectivement étudié. Cette étude, elle se fait toujours, et ça j'insiste, en collaboration avec les fédérations, parce que les fédérations restent les pilotes des projets olympiques. Nous, on n'a pas vocation à dire ce qu'il faut faire. Ce qu'on a à faire et à mettre en place, c'est l'accompagnement en disant plutôt de quoi avez-vous besoin. Donc ça, c'est important parce que on ne peut pas comme ça arriver. Il y a un monde avant et il y aura un monde après. On va revenir sur l'héritage, mais il y aura un monde après. Et dans cette optique-là, nous, notre rôle, c'est bien, auprès des sportifs de haut niveau, d'assurer cette approche des Jeux et la suite. Alors, quand je parle de sportifs de haut niveau, je voudrais préciser parce qu'il y a quelquefois des confusions. Ce matin, on en a abordé, ou du moins aperçu quelques-unes sur les sections sportives, sur les fonds. Un sportif de haut niveau, il va être listé sur des listes ministérielles, vous les connaissez, élite, senior et relève. Éventuellement la reconversion aussi, on peut en parler. On a d'autres listes, des listes espoirs et collectifs nationaux. Et puis on a des sportifs qui sont inscrits dans des parcours de performance sportive, des fédérations qui ne sont pas sur liste encore, mais ils rentrent dans notre radar. Je vais être plus clair, hein, des sportifs du très haut niveau qui concernent l'accompagnement sur le territoire, il y en a 22. Quand vous savez aussi qu'on a le ski de fond qui est sur le territoire, et donc parmi ces 22, on en a 14 qui viennent du ski nordique, donc ski de fond ou biathlon. Ça veut dire que sur tout le territoire, il en reste 8 d'accompagnement à destination des Jeux. Je parlais
des Jeux. Et aujourd'hui, c'est l'état actuel. On peut imaginer qu'on aura une vingtaine de personnes concernées par les sélections ou des présélections, et puis quelques athlètes qui iront aux Jeux. Si on élargit ces listes, on a 250 athlètes sur les listes de haut niveau, jusqu'au relève, etc. Donc on a un œil, on a un radar pour préparer l'avenir, justement, par rapport à ces jeunes, ces athlètes. Mais si on élargit encore le spectre sur les pôles, on va avoir 1101 sportifs sur la région. Donc ça, c'est important. Notre priorité à nous, MRP, est d'aller sur ces sportifs de très haut niveau en priorité. C'est la mission qui nous est confiée, c'est une directive de l'agence. Donc, on a commencé. Toutefois, on ne peut pas occulter le fait que pour préparer l'avenir et l'héritage, il nous faut absolument aussi avoir une vision sur les structures, les clubs, les territoires et sur les partenaires de ces structures. On citait tout à l'heure le rectorat. On a un gros travail d'approche avec le rectorat parce que, et on l'a dit ce matin, c'est une galère de s'entraîner quand on est sportif de haut niveau et d'assumer des études à côté, qu'elles soient pré-bac ou post-bac. C'est une galère. Donc on a un vrai travail de négociation avec le rectorat pour faire passer ce message. Le séminaire, et c'est là aussi le rôle dans l'héritage, c'est-à-dire que tout ne s'arrêtera pas au 1er septembre 2024. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques, il va falloir être prêt pour continuer ces actions. Et ça, c'est important. Et donc, ce que disait Richard sur les séminaires, le rôle aussi de la MRP, c'est de faciliter, de trouver des relais pour monter les séminaires. Là, on est en collaboration avec le CROSS sur un séminaire, effectivement, à destination de l'éducation nationale, des chefs d'établissement, des DAZEN, directrices donc, départementales, pour mobiliser ces structures sur l'accompagnement de sportifs aujourd'hui et pour demain. Donc on a ces objectifs-là. Un deuxième point sur l'héritage, c'est qu'on travaille aussi sur une population, les entraîneurs. Parce que effectivement, pour préparer l'avenir, il faut aussi former les entraîneurs. Alors on a un autre séminaire qui se met en place aussi samedi matin sur la préparation mentale. Et c'est là aussi le rôle de la MRP, c'est de faciliter la montée en compétences, c'est le titre qu'a choisi l'agence, de l'encadrement. Et nous, notre objectif, c'est bien évidemment en priorité d'accompagner ces sportifs, mais pour préparer cet avenir et garder de ces jeux où effectivement Tony Stanguet veut avoir un élan sur une dimension nationale, eh bien il nous faut trouver des relais, il nous faut mettre en place des dispositifs, des formations pour assurer à la fois cette logique de préparation au jeu, bien évidemment en vue de ce mois de juillet-août 2024, et puis aussi d'assurer la position de la France à l'avenir pour les Jeux suivants, d'été et d'hiver, parce que c'est aussi les Jeux d'hiver. On est concerné en Bourgogne-Franche-Comté, peut-être un peu moins ici, mais sur le monde de près. Mais voilà, c'est l'optique de cette maison régionale de la performance qui, je le répète, est basée au CREPS. C'est une base administrative et financière, mais à la nécessité de rayonner sur ce territoire. Oui, alors, si le président de ce rappel, mais dans notre organisation, dans l'équipe, on est 8 PTP et on a des référents départementaux. Donc l'idée aussi de la maison régionale de la performance, c'est de collecter des informations et d'être au plus près des territoires pour refaire remonter. Alors, c'est un petit dispositif, on en a parlé ce matin, on l'a cité plusieurs fois, c'est un terme qui revient vite, c'est le guichet unique du sportif. C'est de bien avoir toutes les sources et les ressources d'information et de les communiquer. Donc on a aussi des référents effectivement par territoire, par département, de manière à être plus proche de ce qui se passe sur les territoires, de voir comment ça s'organise et de récupérer des informations pour des dispositifs d'aide. Alors il y a un petit livret qui est fourni aussi sur les tables là où on voit déjà les aides pour nos sportifs de haut niveau. Et nous, on a cette mission de faciliter effectivement l'échange d'informations entre les territoires et cette équipe de 8 conseillers au niveau de Tu avais évoqué aussi le fait de passer. Alors, c'est plutôt, je vais te demander à toi,
sur les athlètes de haut niveau actuels et utiliser leur aura pour essayer de mobiliser les bases, en tout cas de motiver les gens et ainsi de suite. Nous avons en Saône-et-Loire, on va quand même les nommer, les derniers médaillés paralympiques et olympiques, mais là pour le coup ce sont des champions paralympiques avec certaines Martinique qui, je ne suis pas persuadé qu'elles se préparent pour 2024, mais c'est Cédric Fèvre au tir qui lui est à fond dedans et qui devrait être, il espère être très performant pour 2024. Quel est le dispositif? Je sais que ça a été une réflexion qui a eu lieu aussi au niveau de la CRS, des choses comme ça. Vous avez imaginé des choses? Ouais, alors effectivement, tout cela rentre aussi dans un cadre assez nouveau avec la conférence régionale du sport. On en a parlé ce matin. Je l'ai cité, cette conférence, elle a comme mission effectivement d'avoir un plan, un projet pour le sport en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les pistes suivies, il y a effectivement le fait de s'appuyer sur l'existant, encore une fois. Il y a un historique qui est assez fort dans cette discipline par rapport à d'autres athlètes, et le fait de pouvoir s'appuyer sur l'image des athlètes pour rendre le territoire attractif. Alors attractif, bien évidemment, de par sa dynamique, de par ses équipements, sa structuration. Donc il faut qu'on valorise aujourd'hui tous ces équipements. Je vous parlais du territoire, des dispositifs liés à la performance. Aujourd'hui, on a un outil qui est extraordinaire sur le territoire, qui est l'école, le Centre national de ski nordique de montagne de Plamanon. Et c'est vrai que ça contribue à l'attractivité du territoire et à faire connaître ce territoire. Alors par le biais de sportifs, comme ça mais par le biais aussi de structures, d'équipements. Il y a un stade de biathlon là-bas qui est extraordinaire. Donc il faut qu'on arrive à mettre en phase ces dispositifs pour que là où il y a un sportif qui puisse s'exprimer, non seulement il y ait des retombées effectivement pour lui-même par rapport à son activité, à ce qu'il fait, pour sa structure autour de lui et pour le territoire dont il est issu et qui a permis, je le rappelle, un sportif c'est 10 000 heures, 10 ans, mais ça veut dire que c'est un continuum. Quand on est sportif de haut niveau, des fois ça ne joue à pas grand-chose sur les listes, mais ça veut dire qu'il y a eu un gros travail de fait avant. On parlait du travail des valeurs qui sont affichées ici, qui sont initiées dès le départ. Il faut qu'on puisse arriver à communiquer. Donc, l'idée au niveau de la CRDS, c'est de trouver des moyens de communication aujourd'hui numériques pour faire du territoire Bourgogne-Franche-Comté et de chaque zone territoriale, département, ville, un point attractif pour nos sportifs. Parce qu'il y a un des points aussi que l'on a évoqué, mais dans l'héritage, moi je pense que dès septembre 2024, il faudra être prêt parce que ça va s'enchaîner derrière. On parlait de la hausse de licenciés, ça sera en septembre 2024 que ça va arriver. Donc il y a vraiment à préparer tout ce dispositif. Peut-être une dernière question avant de rentrer sur les questions du public. Je vais rester un petit peu sur le haut niveau. Nous, en tant que département de Saône-et-Loire, de Crêpes et à Dijon, on n'a pas d'installation à proprement parler. Tu as parlé du soutien aux sportifs isolés, on va appeler ça comme ça, mais c'est tous les, que ce soit gymnastes à Monceau, rameurs à Mâcon, on a tous ces sportifs, et bien sûr ces deux exemples, mais c'est pas exhaustif. Tu peux vraiment redire ce sur quoi vous êtes moteur, on a compris, en parallèle avec la fédération, mais un cas très concret, le plus concret possible pour que ça puisse être vanté auprès de nos athlètes saône-et-loiriens. Ouais. Alors, un des exemples, c'est effectivement le pôle de Monceau, le pôle de gymnastique masculine. Nous, on est allé les rencontrer pour voir ce dont ils avaient besoin. Alors, ils ont déjà un équipement qui est extraordinaire, parce que je parle des salles de Monceau, parce qu'il y a tout un complexe sportif à Monceau qui est important, avec plusieurs terrains. Et puis, il y a ces salles gymnastiques dédiées à la gym. Et on est allé les rencontrer parce que dans notre spectre, dans ce que l'on voit, on a vu effectivement des connexions avec un pôle, on est en lien avec la fédération. La fédération se sert de Monceau comme base arrière sur des stages, sur
dispositifs d'accompagnement de leurs sportifs. C'est assez pratique avec le TGV qui vient jusqu'au Creusot, c'est rapide. Donc la Fédé aime bien utiliser cette salle aussi pour ces stages. Nous, on est allé par rapport à la présence du pôle, donc à l'aspect quotidien, pour rencontrer les entraîneurs, pour savoir s'il y avait besoin, pour discuter avec eux d'entraînement. Et au final d'une rencontre comme ça, on a construit une vraie relation qui fait que, normalement, je crois que toutes les semaines, on arrive à les avoir au téléphone, à discuter entraînement, et puis à proposer des dispositifs d'évaluation, par exemple. On a fait, il y a maintenant 3 semaines, une évaluation sur tous les sportifs, et notamment les sportifs de haut niveau, un relève de ce pôle, pour travailler avec les entraîneurs sur leurs points faibles, points forts, ça dépend de quel côté on voit, par rapport à la mobilisation, donc des évaluations sur des niveaux de force, sur des évaluations sur des profils cognitifs, des préférences motrices. Et ce qui est hyper important, c'est qu'on a travaillé ça avec les entraîneurs, et notre objectif, nous, c'est que par rapport à ça, c'est de souligner, encore une fois, des dispositifs, des faiblesses ou des forces, et puis de mettre en place des remédiations, et de dire, peut-être que là, il faut travailler sur une musculation spécifique, il faut travailler sur la représentation dans l'espace. Donc on a un vrai travail sur la performance à mener, et dans ce cadre-là, on travaille aussi avec les entraîneurs pour les former, pour leur apporter des plus-values sur ces points. Et l'important, c'est que ça se passe à Mousseau, ça se passe au FEPS, mais nous, on est allé aussi à Pontarlier voir les skieurs, on s'est déplacé à Belfort. Enfin, on va sur le territoire à chaque fois, parce que pour nous, ce qui est important, c'est de contextualiser le terrain de jeu de l'athlète et voir comment dire, la mobilisation qu'il y a autour de lui, et éventuellement ce qui manque, mais là où moi je suis plutôt optimiste de nature, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des dispositifs qui se mettent en place partout et qui sont vraiment liés à la performance. Donc c'est encore une fois un continuum. Un autre exemple pour finir sur ces points-là, c'est qu'on essaie de constituer, et ça c'est une difficulté, un réseau sur des centres médico-sportifs pour pouvoir bénéficier d'approches médicales et paramédicales au plus proche de l'athlète, de rendez-vous, cas d'agime encore une fois, mais de blessés, une galère pour prendre des rendez-vous sur l'IRM, comment on peut améliorer ce système-là, faciliter des circuits courts, etc. Donc on a vraiment cette dimension d'être au plus proche du terrain.